Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, gothique, marionnette et cauchemar. Hola familias y amigos y bienvenidos en este nuevo episodio de Animedia. Hoy nos encontramos con una película muy especial para mí, una obra maestra, Soy Frankelda. Et j'arrête là et je reprends pour ceux qui ont fait LV2 allemand. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre qui m'a tapé dans l'œil il y a un an et qui est enfin disponible chez nous. C'est sorti sur Netflix. C'est un petit bijou de stop motion venu du Mexique, qui s'appelle Frankelda, c'est moi. Sans plus tarder, on va attaquer cet épisode, on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien, mais si jamais c'est votre premier épisode d'Animedia, eh bien je vais vous rappeler la structure de ce podcast. Je vais commencer par une partie critique où je vais donner mon avis sur le film. Spoiler, il est très positif. On se posera ensuite la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui Frankelda, c'est moi, et je lui décernerai une note sur 5 pour le reclasser dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Et en deuxième partie d'émission, j'ajouterai un petit quelque chose pour vous parler du festival d'Annecy qui bat son plein en ce moment et notamment pour vous expliquer pourquoi je n'y suis pas contrairement aux 2 années précédentes. Et on se terminera avec un tout petit calendrier des sorties puisqu'il n'y a qu'une seule sortie vraiment marquante ce 24 juin. Elle est quand même d'importance, mais on y reviendra en fin d'émission. Comme j'en ai pris l'habitude, je vous le dis là maintenant tout de suite, si vous aimez Animedia, c'est hyper important. Likez, mettez un maximum de pouces ou d'étoiles à cet épisode et au podcast en général. Si vous pouvez me laisser un petit commentaire, le partager ou tout simplement en parler autour de vous, c'est encore mieux. Je fais ça avec mes petites mains sur mon temps libre, donc je prends toute l'aide que vous pouvez bien me donner. Allez, voilà pour l'intro. Maintenant, laissez-vous aller et n'ayez pas peur, on descend vers le pays des terreurs. Yo lo que quiero es ser escritora. Está un poco loca, ¿no crees, amigo? Es el relato de 2 mundos, el mundo de la existencia y el mundo de los sustos. Las pesadillas que escribes ya no asustan a los humanos. Sin nuevas pesadillas, el plano morirá. Quiero traer a una escritora humana. ¡Blasfemia! ¡Qué locura! ¡No puede haber 2 pesadilleros reales! Necesito tu ayuda. Permite que te muestre mi reino. ¿Cómo vamos? Susto. Frankelda, une écrivaine mexicaine déterminée du 19e siècle, plonge dans son subconscient pour affronter les monstres qu'elle a elle-même imaginés. Guidée par un prince tourmenté, elle doit rétablir l'équilibre entre la fiction et la réalité avant qu'il ne soit trop tard. Frankelda, c'est moi est sorti le 23 octobre au Mexique, au Panama et au Guatemala et est arrivé ce 12 juin 2026 chez nous sur Netflix. Il est écrit et réalisé par les frères Roy et Arturo Ambris. Au casting, on retrouve notamment Mireia Mendoza, Arturo Mercado Jr. et Luis Leonardo Suarez. Le film est produit par Cinema Fantasma, Warner Bros. Discovery, Ciné Vendaval et Woo Film. Il est distribué à l'international par Netflix. Avant d'attaquer la critique à proprement parler, on a pas mal de choses à dire en préambule déjà, et c'est vrai que le film a été pas mal marketé comme ça. Frankelda, c'est moi, que je vais peut-être appeler Je suis Frankelda d'ailleurs dans cet épisode. Vous m'en pardonnerez, c'est juste que le film, j'ai l'impression, a changé de nom un petit peu au dernier moment. Voilà, mais donc Frankelda, c'est moi, c'est le premier film en stop motion de l'histoire du Mexique, ce qui en fait déjà un petit événement en soi. C'est un préquel à la série animée qui s'appelle Frankelda's Book of Spooks, ou dans son titre VO Los Sustos Ocultos de Frankelda, qui est elle-même une série anthologique composée d'un pilote et de 5 épisodes de 10-15 minutes. En gros, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Frankelda et de son livre vivant qui sont piégés à l'intérieur d'une maison dotée de conscience et qui racontent des histoires qui font peur, qui mettent souvent en scène des petits-enfants qui se retrouvent confrontés face à des monstres de la mythologie mexicaine. C'est une série qui n'est pas disponible chez nous malheureusement, mais qui est disponible en Amérique latine
puis qui est arrivé en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Ça a servi en fait de carte de visite à la fois aux frères Ambris et à leur studio Cinéma Fantasma, avant que l'histoire elle soit développée pour en faire d'abord un moyen métrage de 30 minutes pour HBO. C'était ce qui était prévu. Et puis finalement, l'histoire a été développée en un film qui faisait quasi 2 heures. Ils ont pris l'argent que HBO leur avait donné pour faire ce court métrage de 30 minutes et ils ont rajouté le reste de leurs économies pour en faire donc le long métrage qu'on connaît aujourd'hui. Selon Wikipédia, j'ai pas trop trouvé d'autres sources, mais le budget il est estimé à 1,2 million de pesos mexicains et non pas de dollars comme j'ai pu voir ailleurs, soit en fait après conversion environ 60 000 euros, ce qui est autant dire peanuts, hein, et il aurait rapporté plus de 40 fois sa mise, à savoir un peu plus de 50 millions de pesos mexicains, ce qui fait environ 2,5 millions d'euros, donc une franche réussite, très clairement, hein, malgré un petit budget, 40 fois sa mise, c'est un très beau score. Et le film s'est d'abord fait connaître à travers les festivals. Il est apparu pour la première fois en tant que Work in Progress à Annecy 2023. Et puis, le temps de mener à bien le projet, il a été présenté pour la toute première fois au International Film Festival de Guadalajara en juin 2025. Puis, il est arrivé à Annecy. Alors, il faut savoir que le film faisait à l'époque un peu plus d'1h50, environ 1h55, et qu'il a été écourté d'une dizaine de minutes, ce qui est pas plus mal, j'y reviendrai, et retravaillé notamment grâce à l'aide de la figure tutélaire inévitable au Mexique, surtout quand on parle de cinéma d'animation, à savoir évidemment Guillermo del Toro, et c'est aussi lui d'ailleurs qui a aidé le film à se faire distribuer au Mexique et à l'international, hein. Les frères Ambris parlent voilà, de son carnet d'adresses qui est quand même assez incomparable, hein, par rapport à eux, jeunes réalisateurs débutants et complètement indépendants. C'est notamment comme ça que le film est atterri sur Netflix, puisque on le sait maintenant depuis quand même pas mal d'années, Guillermo del Toro a un partenariat privilégié avec Netflix, hein. C'est là qu'il a sorti son Pinocchio, sa série Le Cabinet de Curiosité, et puis tout récemment son Frankenstein. Ce qui est très drôle, c'est qu'eux-mêmes disent que les frères Ambris appelaient entre eux Guillermo del Toro Gandalf, c'est-à-dire qu'il les aidait, il leur donnait des conseils, il venait les voir comme ça, et puis il allait vivre ses propres aventures ailleurs, vraiment comme un grand sage, un mentor en fait, et voilà, il n'a pas directement mis des billes dans le film, mais c'est quand même en bonne partie grâce à lui si on peut la voir aujourd'hui et si le film a connu quand même le succès qu'on connaît. Je vais pas y aller par quatre chemins et je vais être clair d'entrée de jeu. Déjà à Annecy 2025, Franck Eldas et moi, c'était mon plus gros coup de cœur du festival de toute la semaine. Je vais vous raconter un petit peu l'expérience que j'ai vécue autour du film. J'en avais parlé dans un de mes épisodes du festival d'Annecy de l'an dernier, mais j'étais allé le voir en étant curieux parce que c'est vrai qu'il y avait les premiers visuels, il y avait cette histoire justement de stop motion en marionnette qui moi me plaît beaucoup. C'est aussi pour ça que j'aime me déplacer à Annecy ou que j'aime un peu piocher dans les cinémas indépendants. C'est pour voir des choses qui viennent d'ailleurs, qui sortent du cinéma mainstream. Et avant même la séance, ça avait commencé dans le café-resto d'à côté où je m'étais posé pour manger avant d'aller voir le film, où sont entrées deux personnes que je ne connaissais pas à ce moment-là, avec deux marionnettes grandeur nature, en tout cas à taille de marionnette, hein, qui faisaient peut-être 30-40 cm de haut, qui étaient en fait les deux marionnettes des deux personnages principaux du film, à savoir Frankelda et Erneval. Et en fait, c'était les deux réalisateurs du film qui en fait se sont baladés absolument toute la semaine et dans tous les autres festivals où ils sont allés avec ces deux marionnettes pour les montrer au public. Et déjà, c'était hyper impressionnant. J'ai pu les prendre en photo, discuter un peu avec eux. Enfin, c'était génial. Et le film en lui-même m'a complètement conquis. C'était dans une toute petite salle du Pâté et c'est vrai qu'elle était pleine déjà, il y avait une bonne partie de l'équipe du film qui était là et après la projection, les gens ne voulaient plus sortir, c'est-à-dire que les réalisateurs étaient là et ils étaient devant la porte et ils étaient debout avec leurs marionnettes, avec l'équipe du film et les gens, voilà, j'étais juste là pour les applaudir, pour les remercier d'avoir vécu ce moment. On était tous un peu conscients de participer à un petit moment de frénésie collective, comme ça on sentait que tout le monde était hyper enthousiaste et hyper content d'être là. On a fini par sortir et on s'est retrouvé dehors juste devant la porte où là c'est pareil, ça a continué avec
les spectateurs qui n'attendaient qu'une seule chose, c'était de pouvoir prendre en photo les marionnettes, se prendre en photo avec les réalisateurs et juste leur dire à quel point ils avaient aimé leur film. J'y suis allé aussi de mon petit bon mot parce que voilà, vraiment, ça m'avait énormément plu. Et de voir derrière un petit peu tout le chemin parcouru par le film, qui n'avait pas de distributeur, en tout cas chez nous à ce moment-là, de voir qu'il a été récupéré par Netflix, de voir qu'il a été diffusé dans d'autres festivals, notamment, il me semble, c'était l'Étrange Festival à Paris. Voilà, il a eu quelques projections publiques en salle. Avant de se retrouver là, c'est vrai qu'on peut regretter, j'y reviendrai un petit peu plus tard, le fait que le film n'ait pas eu de distribution en salle. Moi, je pense que c'est pas une si mauvaise chose, dans le sens où, évidemment qu'au Mexique, ça a plus de chances de fonctionner parce que c'est vraiment leur imaginaire, ça traite de leur folklore, c'est dans leur langue, ce qui est évidemment un plus. Je pense que s'il avait trouvé un distributeur en salle, le film se serait un petit peu banané. Il aurait eu une distribution très confidentielle, principalement cantonnée aux grandes villes ou au cinéma d'arrêt-essai. Donc je pense que ça n'aurait pas permis au film d'avoir un retentissement. Évidemment, le sortant sur Netflix, ça reste un pari, hein, ça reste osé, ça ne garantit pas au film d'être un succès, mais je pense que ça lui donne un peu plus de chance. Ça fait partie de ces projets indépendants, originaux, qui sortent, je leur dis, des sentiers battus. Ça peut être une proposition qui fonctionne sur les plateformes, ça peut le rendre un petit peu plus visible. On sait que c'est clairement la guerre de la visibilité sur les plateformes, mais voilà, je pense que, qui plus est sur Netflix, qui est quand même la plateforme avec le plus d'audience, ça lui donne une caisse de résonance un peu plus importante. Netflix reste un terrain assez fertile pour l'animation, même si on sort de l'animation japonaise ou de l'animation mainstream globalement. Ça permet, je pense, de le faire connaître un petit peu mieux. En tout cas, j'espère que ça va permettre à un plus grand nombre de s'y intéresser. Voilà pour le préambule. Vous l'avez compris. Et là, je vais rentrer dans la critique à proprement parler. Pour moi, Frankelda, c'est moi, c'est un énorme coup de cœur. Ce coup de cœur, il est avant tout visuel. En tout cas, ça a été ma porte d'entrée sur le film. Pendant tout le premier visionnage l'an dernier à Annecy, mais même là, à le revoir un an après, il y a un amour du crafting, de l'artisanat de dingue autour de toutes ces marionnettes, de tous ces décors, de la manière dont c'est animé, de la minutie. On peut imaginer le temps, la patience qu'il a fallu pour en arriver là, mais pour animer ne serait-ce que les personnages, mais même, encore une fois, je le dis, des décors. On a des scènes, moi, qui me stupéfont, qui sont une espèce de mer de nuages qui est fait avec du coton, où ce sont des mains qui attrapent les personnages et qui n'arrêtent pas de bouger. À chaque fois, les personnages sont remplis de détails. La robe de Frankelda, son costume, les plumes, les ailes de Herneval, la Procustes, évidemment, l'araignée géante dont il faut animer les 8 pattes. Tous les personnages sont hyper détaillés. Ils ont des épées, ils ont des attributs, ils ont des effets de particules qui tournent autour d'eux. Enfin, tous les personnages déjà sont uniques, ou un design que tu n'as jamais vu ailleurs, hein. C'est déjà en soi ce qui fait l'originalité du projet. Vraiment, je suis soufflé de ça. Je pourrais à la fois en parler pendant des heures et à la fois j'aurais un petit peu le sentiment de me répéter. Toujours est-il que c'est vraiment ma porte d'entrée sur le film et qui ne cesse de m'émerveiller, scène après scène après scène. Je suis pas forcément fan de base, hein, de tout ce qui est gothique ou de l'univers dans lequel s'inscrit le film, mais quand même, j'ai un amour des monstres et j'aime voir surtout des monstres originaux, des monstres qu'on nous montre, qu'on n'a pas peur de nous montrer au cinéma. Et là, en l'occurrence, mais c'est ça à 2000%. Il y a des personnages qui sont juste là en toile de fond. C'est même pas des personnages, c'est vraiment des figurants à ce niveau qu'on voit même juste en arrière-plan et qui ont le droit à leurs marionnettes hyper détaillées, hyper colorées aussi. C'est un film qui n'a pas peur de la couleur. On a eu récemment des comparos sur la série Harry Potter notamment, sur en gros les films, les séries d'aujourd'hui versus ceux d'hier, où on essaye d'éliminer justement cette couleur, où on a ces tons un petit peu gris, un petit peu marronasse. Je suis Frankelda, pardon, Frankelda c'est moi, je vous l'avais dit, c'est un film qui pète de couleurs de partout, qui n'a absolument pas peur de ça. Frankelda, elle est bleue, c'est très très franc. Herneval, il est rouge. Procustes, il est vert. Les gardes, ils sont dorés. Les parents, le roi et la reine également. Les environnements sont à la fois hyper détaillés, à la fois hyper riches, très très denses, parfois un petit peu trop. Ça peut faire aussi, entre guillemets, mal aux yeux, ou en tout cas parfois on sait peut-être pas forcément trop où regarder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un soin du détail exceptionnel. Tout est fait à la main par une équipe quand même assez réduite. C'est aussi une entreprise hyper familiale, hein, Cinéma Fantasma et ce film-là. Comme d'habitude avec ces films-là, restez bien pendant le générique de fin où on voit quelques petites scènes de making-of pour vous dire la minutie avec laquelle tout ça a été fait. C'est toujours le cas, hein, avec
avec la stop motion, on le sait, hein, on déplace un personnage une microseconde, on prend une photo, on le refait ça, ainsi de suite. Il faut des heures et des heures et des heures pour faire une minute utile, on appelle ça comme ça, ou pour même créer une scène. Et là, moi vraiment, je me suis demandé comment est-ce que tout ça avait été rendu possible. Tout ce qu'on voit à l'écran, de l'animé à la main, je trouvais ça absolument dingue. D'autant que le film se prive pas de faire quelques petites surprises. Il y a notamment une séquence qui fait appel à des dessins en 2D, qui sont là aussi animés image par image. Ça reste assez saccadé, j'y reviendrai un petit peu plus tard au niveau des limites de tout ça, mais ça permet de renouveler ce visuel avec en plus un style complètement différent et qui s'inscrit complètement là-dedans. Et le film joue aussi sur les notions de, ça j'y reviendrai aussi, de réel, de fiction, avec des personnages qui, quand ils passent d'un monde à l'autre, deviennent parfois des feuilles de papier, avec un effet qui peut rappeler parfois Everything Everywhere All at Once, où voilà, sur quelques frames, on va changer la matérialité des personnages. Eh bien, on a ça également dans le film. C'est pareil avec cette séquence en 2D qui arrive dans une scène pivot du film. C'est une scène de chanson, parce que le film est aussi une comédie musicale. Il y a quelques passages musicaux, qui ne sont pas forcément les plus réussis du film, mais en l'occurrence, cette scène-là, oui, c'est, à mon humble avis, la meilleure scène du film. Elle fait intervenir tous les personnages principaux en tout cas. Et il y en a quand même un certain nombre, hein, puisque en dehors des trois que j'ai déjà cités, Frank Eldar, Erneval et Procustes, on a aussi eh bien, le couple royal, on a chaque personnage qui représente chacun des 7 clans, qui sont des monstres, là encore, ultra détaillés, ultra originaux, ultra fous dans leur design, qui ne se ressemblent à aucun moment les uns avec les autres, qui vont chercher dans des choses mais hyper complexes, enfin c'est fou. Et tous ces personnages-là se retrouvent dans cette scène de chanson. Déjà, moi je trouve la chanson hyper entraînante, elle reste en tête, etc. Déjà en soi, c'est un banger, comme disent les jeunes. Et en plus de ça, visuellement, c'est dingue ce qu'ils se permettent. Et ouais, ça fait partie des petites choses, même enfin pas des petites choses, des énormes choses que réussit le film et qui, moi, me conquiert complètement, quoi. À côté de ça, c'est vrai que le film conserve complètement son côté artisanal, indépendant, mais c'est vraiment une des raisons aussi pour lesquelles je l'aime. Je peux comprendre que pour certains, ça soit une limite. C'est sûr qu'on n'est pas dans du Hardman ou du Laika. Donc Hardman, c'est voilà, c'est Gromit. Laika, c'est par exemple Coraline, bientôt Wildwood, qui sont des films en stop motion là aussi, qui sont dotés d'un budget sans commune mesure, avec là encore un sens du crafting, de l'artisanat qui est dingue et des équipes hyper expérimentées, mais que je trouve parfois, entre guillemets, trop parfait. C'est-à-dire j'aime justement conserver ce côté un petit peu saccadé, parfois qu'on voit la trace de la manipulation des doigts sur les marionnettes. Et c'est vrai que ce soit Wallace et Gromit ou certains films Laika, je pense notamment au dernier que j'ai vu qui est Kubo et l'armure magique, c'est exceptionnel, c'est magnifique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on a presque parfois l'impression de se retrouver face à un film d'animation en 3D, dans le sens où c'est trop bien animé. Moi j'aime retrouver ce côté un petit peu heurté. Parfois c'est un peu trop fort dans Je suis Frankelda parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses à animer et que bon, ils peuvent pas se permettre de le faire de manière aussi détaillée que ce qu'ils voudraient, mais voilà, encore une fois, je leur dis, moi, c'est ça qui fait son charme et qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre. À voir pour leur prochain projet, je leur souhaite de réussir à perfectionner un petit peu tout ça, d'arriver quand même à progresser à ce niveau-là, peut-être pour se rendre un peu plus accessible, mais j'aimerais qu'ils conservent quand même ce côté purement artisanal, purement indépendant. Pour ce qui est du côté design, ils puisent évidemment dans le registre gothique, c'est évident. Bon, le film s'appelle Frankelda, il y a un passage très très clair avec Frankenstein, avec Mary Shelley, avec voilà toute cette littérature gothique d'une manière générale, mais qui est couplée donc à ce folklore mexicain, mais sans la lecture pour touristes. Si vous voulez, c'est pas Coco, quoi. Et j'adore Coco, il y a pas de problème. Il y a un épisode dessus, on en dit globalement du bien, et d'une manière générale, le film, aussi parce qu'il est fait par Pixar, est magnifique. La légende de Manolo aussi est un film qui traite du folklore mexicain en animation, et c'est tout aussi sublime. Mais là, c'est moins in your face, c'est moins évident. On va pas mettre des calaveras, des maracas, de la guitare, des sombreros et des mariachis partout, si vous voulez. Mais ça puise quand même dans cet imaginaire très de chez eux, avec parfois des passages qui sont moins évidents. On a par exemple un monstre, un des chefs des 7 clans, qui prend des traits d'un axolotl, qui est un des animaux qui est endémique de la région de Mexico, par exemple. Voilà, ça va être ce genre de choses que eux ont l'habitude de voir, de rencontrer, qui font aussi, je pense, la raison du succès du film au Mexique, parce que tout simplement, ça leur parle, ça fait partie de leur imaginaire.
Donc franchement, rien que pour ça, rien que pour la partie esthétique, mais allez-y, faites-vous plaisir, regardez ça, je suis prêt à vous le parier. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Mais aussi, thématiquement, dans ce que ça raconte, là aussi, je trouve le film très puissant. Il y a 2 aspects, très, très clairs qui sont traités dans le film. Le premier, c'est, l'invisibilisation du travail, des femmes, qui est quelque chose qui a malheureusement toujours existé dans tous les domaines, mais là, en l'occurrence, on parle dans le domaine de la culture, de la littérature, du fait de voir son travail se faire piller, approprier par des hommes. Et en l'occurrence, là, c'est le cas dans Je suis Frankelda. Ça a parfois été quelque chose, entre guillemets, malheureusement, de nécessaire pour elles pour voir exister leurs œuvres, parce qu'en gros, on ne laissait pas une femme s'approprier publiquement et développer publiquement une œuvre, et que en gros, c'était une des excuses posées par les financiers pour dire non, ce serait mieux que tu laisses un tel, un homme, endosser ça. On a parfois des vols purs et simples, des appropriations pures et simples. Je pense notamment au film Big Eyes de Tim Burton qui parle de ça. Et puis, bah, malheureusement, l'actualité nous donne des exemples encore très récemment, hein. Je pense notamment à Thomas Lilti, qui est le scénariste, réalisateur de la série et du film Hippocrate, qui a en fait eh bien, exploité carrément une de ses scénaristes sans l'accréditer et sans lui donner ce qu'elle aurait dû recevoir. Donc voilà, ça a toujours été une bataille pour les femmes d'exister dans la littérature, dans le monde de la culture, et qui plus est dans la littérature de genre, parce que ce n'était pas quelque chose qui était correct pour les femmes d'écrire sur ces thèmes-là. On leur laissait volontiers écrire sur de la romance, des genres en fait pas considérés par la critique, pas jugés suffisamment nobles, et notamment aussi tout ce qui était du côté du genre, à savoir le polar, le policier, la fantaisie, en l'occurrence le fantastique, la science-fiction. Et bien là, voilà, là on considérait que ce n'était pas du rôle d'une femme d'écrire sur ces sujets-là, et donc pareil, où on les décourageait, où on reprenait leur travail. Et là, c'est exactement le cas ici. On a Frankelda qui est une ersatz de Mary Shelley qui ne rêve que de ça, hein, de s'inscrire dans cette littérature gothique, fantastique, d'écrire des histoires qui font peur. Elle n'a absolument justement pas du tout peur de s'inscrire dans ce genre-là, mais on lui refuse. Et ça lui demande bah, une volonté encore plus forte que pour n'importe quel homme d'avoir le droit de faire exister son œuvre, de la faire exister à travers son nom à elle. Et le personnage de Procustes, il ajoute en plus de ça une réappropriation qui est politique, puisque bah, ça sert les desseins de son royaume, en tout cas ses desseins à lui pour dominer son royaume. Et d'ailleurs, ce personnage-là, en tout cas la manière dont il est dépeint et ce qu'il fait subir à Frankelda dans le film, ça vient de l'expérience des frères Ambrise qui ont rencontré un producteur qui leur a dit en fait grosso modo, les gars, c'est pas la peine, vous percerez pas, arrêtez la réalisation et à la place, venez bosser pour moi, vous verrez, vous serez bien mieux. Bah non, justement, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont décidé, quand bien même, coûte que coûte, de tracer leur propre histoire, d'écrire eux-mêmes leur propre histoire, de devenir acteurs, en gros, de leur destinée, de leur carrière culturelle, créatrice. Et au final, bah, ça marche pas trop mal, hein, je crois. Et Frankelda, c'est exactement ça qu'elle traverse à travers le film. La deuxième thématique, que j'ai beaucoup aimée aussi dans ce film-là, c'est tout ce qui concerne les liens entre fiction et réalité et comment les deux s'entralimentent. Alors apparemment, il y a un vrai parallèle à faire avec le film Une histoire sans fin, qui est un classique des années 80 que je n'ai pas vu. Désolé, je suis de la génération suivante et je crois qu'en termes d'esthétique, ça m'a toujours paru un petit peu daté. J'ai jamais trop osé m'y pencher, mais apparemment ça traiterait des mêmes sujets. Pour revenir à Frankeltas et moi, qu'est-ce que ça dit dans le film? Eh bien, c'est l'idée d'avoir cet autre monde, celui de la fiction, qui aide à s'échapper de la réalité, de sa réalité, surtout quand bah, elle ne nous convient pas, qu'elle nous rend triste, qu'elle nous rend malheureux. Et l'idée, c'est à travers ce monde de la fiction aussi de changer sa propre réalité, pas juste de l'embellir. Certes, c'est aussi une de ses fonctions, hein, le moment où on est plongé là-dedans, que ce soit quand on lit, quand on reçoit, mais aussi quand on écrit. L'acte d'écrire, l'acte de créer est hyper important dans le film, mais ça permet aussi de changer sa condition. Pour Frankelda, c'est aussi un moyen d'émancipation. Si elle devient l'une des plus grandes auteurs de fantastique de son temps, de son pays, eh bien, elle sait que sa condition va pouvoir évoluer, qu'elle va pouvoir s'émanciper, qu'elle va pouvoir vivre par elle-même. Et il y a une super idée visuelle pour représenter ça dans le film. Je pense que c'est aussi une des meilleures idées, mais bon, le film est rempli d'idées géniales, mais celle-là, elle est à la fois forte visuellement et thématiquement. C'est ce qu'ils appellent l'art parrainier, qui est la manière dont les personnages royaux du monde des ténèbres, donc Erneval ou ses parents, jouent les textes
que ce soit ceux de Frankelda ou ceux de Procustes, qu'il déplie comme une partition et il joue ces textes-là et leur donne vie à travers cette harpe araignée, il la joue comme une harpe. C'est évidemment une toile d'araignée qui remonte en fait jusqu'au monde réel, jusqu'à notre monde à nous, et qui donne vie aux cauchemars qui sont dépeints sur le parchemin et qui s'infusent dans l'imaginaire des humains qui vivent dans le monde du dessus. Et ça fonctionne super bien parce qu'en plus les personnages peuvent escalader cette toile d'araignée pour arriver dans le monde réel. Donc voilà, thématiquement, visuellement, c'est un objet qui s'inscrit à fond dans l'histoire, qui sert en plus le propos. Enfin bref, j'adore cette harpe araignée, je la trouve géniale. Dans mes souvenirs, en revanche, pour ce qui était de la version festival, il y avait un petit peu plus d'imbrication que ça entre le monde réel, le monde des rêves, la manière dont tout ça fonctionnait avec des personnages qui parlaient un petit peu plus pour nous expliquer et c'était pas hyper clair. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup élagué là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup des 10 minutes qui sont parties à la benne entre les festivals et entre la sortie là sur Netflix qui traitaient de ça et vraiment je pense que c'est une super nouvelle. Vous verrez rien parce que si vous n'avez pas vu la version festival, vous aurez le droit juste à cette nouvelle et définitive version. Et voilà, je pense que ça rend tout ça beaucoup plus digeste, ça rend service au film. Dernière chose peut-être au niveau de la critique, un des gros atouts aussi du film, c'est le personnage de Franziska / Frankelda. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait s'attendre. C'est une héroïne tragique. D'ailleurs, le film est une pure tragédie avec voilà une exacerbation des sentiments. Voilà, on rajoute vraiment au côté gothique. Ça fait partie du projet, du propos. Il faut aussi adhérer à ça. Il faut vouloir aller dans ces émotions-là, dans ce registre-là complètement. Vous ne serez pas surpris. Voilà, le visuel est raccord avec la thématique du film. Mais en tout cas, elle, c'est l'incarnation de ça, de cette héroïne gothique, tragique. Et elle a quand même un soupçon de twist, c'est-à-dire que elle aussi, par moment, elle vrille et elle prend elle aussi des atours terrifiants. Ça devient une terreur, une sousto, comme ils disent, un cauchemar, comme ils disent dans le film, parce que voilà, par moment, elle s'énerve. Elle a un vrai caractère bien trempé et elle a parfois des variations au niveau de son visage qui me rappellent Bilbon dans La Communauté de l'Anneau quand il veut reprendre son anneau une dernière fois et que son visage se transforme en espèce de rictus de rage et hyper terrifiant. Elle a aussi ça à des moments. Et l'incarnation vocale qui est celle de Mireia Mendoza, qui est une actrice de doublage assez réputée en Amérique du Sud, qui a tourné aussi, qui a doublé pas mal de Disney. Sa voix change, il y a quelque chose de beaucoup plus éraillé, de beaucoup plus énervé là-dedans, et on a un personnage qui vit et qui évolue et qui traverse des émotions, et nous on les ressent d'autant mieux. Enfin voilà, je trouve que d'une manière générale, le doublage est remarquable. C'est pas forcément les mêmes acteurs qui parlent et qui chantent, mais ça on a l'habitude. Et puis voilà, le fait aussi d'avoir un film d'animation en espagnol, dans une autre langue, voilà, on est dans un registre différent, on change de nos habitudes, on sort de notre zone de confort si vous voulez. Ça, je trouve ça hyper plaisant et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. Pour moi, c'est, vous l'avez compris, je pense, une réussite à tous les niveaux. C'est pas forcément le film le plus accessible que j'ai traité jusque-là dans Animedia. Je pense que la stop motion n'est pas forcément voilà, le registre le plus évident, surtout quand on est dans quelque chose d'assez artisanal, d'assez saccadé. Ça se voit. Clairement, il faut accepter ça. Mais en tout cas, je souhaite vraiment aux frères Ambrise une longue et belle carrière, hein. Le film, je l'ai dit, a suffisamment bien fonctionné pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils puissent mener à bien d'autres projets. Je pense que maintenant, ils sont sur la carte pour ce qui est de la stop motion et de l'animation mondiale. Et autant pour Annecy 2025, le film avait été présenté, je crois, en sélection Annecy Présente, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout en sélection officielle. Eh bien, je pense que quand ils se présenteront avec leur prochain projet, là, ils auront le droit à un petit peu plus d'égards. En tout cas, pour ce qui est de Frankeldas et moi, la prochaine fois que votre algorithme vous le recommandera, eh bien, laissez-vous tenter. Et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Hola, viejo amigo. Nuestra existencia depende del miedo que ustedes nos tienen. Estamos en peligro de desaparecer. ¿Y cómo te puedo ayudar? Quería preguntarte si quisieras ser la pesadillera real. ¿Quedarme aquí? Jamás me habían insultado de esta forma. Tu enamorado te traicionó, pues nunca le importaste. Enciérrenla. Ahí seguirás
Estás escribiendo historias. Quiero confiar en ti, pero ¿puedo? Ven conmigo, Francisca. Francisca, no. Soy Frankelda. Allez, on en arrive à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir, c'est pour qui Frankelda, c'est moi. En premier lieu, c'est évidemment pour les amoureux de la stop motion. Je pense qu'ils sont quand même assez nombreux. Il y a un vrai public pour ça. Enfin, en tout cas, il y a des adorateurs, des passionnés de ça. Moi, je pense que ça fait partie de mes techniques d'animation préférées. Clairement, je suis toujours fasciné par le fait de donner vie à des objets inanimés, des objets sur lesquels les gens passent des heures et des heures pour déjà le concevoir, pour déjà lui donner une réalité tangible, et ensuite à l'animer. Et j'imagine même pas la joie et la fierté de tous ces artistes qui passent justement de longues heures, de longues journées, de longues semaines, de longs mois sur ces plateaux à essayer de faire bouger comme ils peuvent ces marionnettes, de voir ensuite le résultat sur l'écran et de les voir vraiment prendre vie. Enfin voilà, je trouve ça absolument dingue. Donc clairement, si vous êtes dans mon camp, c'est un film pour vous. Je pense que c'est une des plus belles lettres d'amour à la stop motion qu'on a eues depuis très très longtemps. Si vous avez aussi une appétence pour tout ce qui est récit et imaginaire gothique à la Guillermo del Toro, au hasard, là aussi, clairement, ça va vous parler. Pour ce qui est de la tranche d'âge, en revanche, je pense que j'irais plutôt sur début d'adolescence, milieu d'adolescence. Je pense à partir de 12-13 ans, voire un petit peu plus vieux, parce que je pense pas que clairement ça s'adresse à un public trop jeune. Il y a quand même des problématiques et des thématiques assez complexes. Et il y a surtout un gros défaut quand même qu'il faut citer, en tout cas pour nous, sur cette sortie Netflix, c'est qu'il n'y a pas de VF. Voilà, le film, il est dispo en version originale, avec des sous-titres français, je crois aussi en version portugaise et anglaise, mais voilà, pas de VF, donc déjà ça effectivement limite le fait de le proposer à un très très jeune public. Je ne sais pas si ça viendra, c'est pas sûr. En même temps, vu le budget du film, là encore, voilà, c'était pas à gagner d'avance. En tout cas, voilà, c'est pour ça aussi que je conseille à un petit peu plus vieux. Et puis enfin, un public adulte aussi, complètement, ça peut fonctionner, surtout si vous êtes nostalgique de l'esprit Tim Burton, des débuts jusqu'aux Noces funèbres, en gros. Tiens donc, les Noces funèbres, est-ce qu'on n'en aurait pas fait aussi un épisode d'Animedia qui vante les mérites de la stop motion? C'est bien possible. Et enfin, ce n'est pas pour vous si vous ne jurez que par l'animation léchée. Et là, c'est vrai que le côté, encore une fois, je le redis, artisanal, indépendant, risque de vous rebuter un petit peu. On n'est pas sur quelque chose de parfait, c'est une évidence. Et puis si justement tout cet imaginaire gothique, tout ce design autour de ça et tous ces sentiments exacerbés, ça vous repousse, là, c'est même pas la peine d'essayer. Pour tous les autres, franchement, je le redis, je le redirai jamais assez et je le redirai sur mes réseaux, mais allez-y, allez-y! Et pour ce qui est de la note, eh bien, elle est complètement en accord avec ça puisque je vais monter aussi haut que 4,5 sur 5. Ouais, ouais, carrément, vous l'aviez compris, je pense. Sur les points positifs, je vais aller assez vite parce que j'en ai déjà dit beaucoup, mais j'adore en parler. Cette générosité artistique, je pense que j'avais pas encore utilisé le mot générosité. Je pense que c'est celui qui décrit le mieux Franck Eldas et moi. Il y en a partout. Les décors, les personnages, les designs des monstres, c'est dantesque. J'aimerais une exposition à la fois des décors, des personnages. Je crois qu'il y en a eu une au Mexique, mais ramenez-nous ça chez nous. Ce serait tellement beau à voir. Dans les autres points positifs, comme je l'avais dit, l'héroïne elle-même, hein, Frankelda, qui est complexe, qui traverse vraiment le personnage de l'artiste féminine dont on ne veut pas qu'elle réussisse et qui doit lutter pour sa survie et pour sa réussite artistique. Les thématiques, là encore j'en ai parlé, l'influence entre réalité et fiction, le vol du travail des artistes féminines, la manipulation politique, la réappropriation politique, et puis même moi ce lyrisme, ce lyrisme gothique auquel je suis pas forcément habitué plus que ça, mais justement je pense que je l'aime bien à petite dose, et alors là ça me donne même une grosse dose, et je le prends avec grand plaisir. Du côté des points négatifs, c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, dans la partie critique parce que j'avais pas envie de dire du mal du film, tout simplement. Non, c'est vrai que cette patine artisanale, parfois, elle se sent un petit peu, hein, dans certaines scènes, c'est assez saccadé, hein, même l'animation, 2D, j'en ai parlé, bon, on n'est pas sur du 24 images ni sur du 12 images par seconde, hein, très clairement. Voilà, parfois ça se sent, faut être, OK avec ça. Si vous l'êtes, il y aura aucun souci, mais voilà, il y a des moments où ça se ressent un petit peu plus. Quand même pas mal de personnages parfois à l'écran, ça tremblote un petit peu.
Voilà, ils ont fait clairement avec leur budget et d'ailleurs en parlant de tremblotage, ça me fait penser que j'ai pas trop parlé de la mise en scène, mais là aussi je la trouve, hyper haut niveau avec, des plans assez chargés, sans être trop cut, ça reste toujours dynamique. Il y a une volonté justement de bien mettre en avant et les décors et les personnages. Enfin bon bref, je m'arrête là parce que même dans les points négatifs, j'arrive à caser du positif et voilà, bah, justement cette volonté parfois de vouloir trop en mettre, peut-être que ça dessert un peu le film, parce que ça perd justement en lisibilité et parfois on sait plus trop très bien ce qu'on regarde, ni où est-ce qu'on est censé regarder. Mais voilà, moi je crois que c'est pour ça que je l'aime ce film, parce que à «Qu'est-ce qu'on met dedans?» les frères Ambrise, ils ont répondu: «Oui, oui, 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 on met tout, on met tout». Pour, replacer Frankeldas et moi dans le grand classement Letterboxd du cinéma d'animation, ça, le met, sous Spider-Man New Generation. Je cherchais un film qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais qui développe une patte graphique hyper tranchée. Bon, maintenant qui a été récupéré, réadapté, remélangé à toutes les sauces, mais à l'époque, c'était quand même un énorme coup de pied dans la fourmilière et voilà, je trouvais pas trop de parallèle à faire, si ce n'est celui-là. Ça le met au même niveau avec un film qui reprend justement cette esthétique Spider-Verse, à savoir Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, dont je pense qu'il va falloir que je parle un jour dans Animedia parce que c'était tellement un énorme coup de cœur et une telle surprise. Et ça le met, et là peut-être que je vais pas me faire que des amis, ou peut-être que je vais en faire hurler certains, mais pour moi, Frankeldas et moi, ça passe devant Coraline ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Certes, on n'est pas forcément au même niveau en termes d'animation, mais c'est pas des films non plus avec lesquels j'ai un énorme affect. C'est des films que j'aime bien, mais que j'ai découvert, je pense, un petit peu trop tard. L'étrange Noël de Monsieur Jack, je devais être sur ma fin d'adolescence, autour de la vingtaine, et Coraline, c'était uniquement il y a 2 ans au Festival d'Annecy. J'ai eu la chance de le voir quand même en salle, en 3D, donc c'est un bon souvenir et voilà, ce sont des films que j'aime beaucoup, mais émotionnellement et je crois même thématiquement, ça me parle un petit peu moins et c'est quand même pensé pour un public un peu plus jeune, je pense. Alors que là, voilà, pour moi, je suis Franck Elda. Encore une fois, ça coche toutes les cases. Et bien voilà, je suis très content de vous avoir parlé de ce film. Très honnêtement, j'étais même pas sûr qu'il allait avoir une sortie chez nous. Alors quand j'ai vu qu'il avait été récupéré sur Netflix et qu'il sortait là à ce moment-là, je ne pouvais pas ne pas faire d'épisode dessus. C'était mon film préféré de 2025 alors qu'il est sorti en 2026. Je ne sais pas encore si ce sera mon film préféré de 2026 parce que j'en ai vu un qui pourrait un petit peu bousculer ce classement, mais en tout cas, il est dans le haut du panier, vous l'avez compris. Et voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment devant. Avant de boucler cet épisode, on va faire d'ailleurs un petit détour par le Festival d'Annecy. Et oui, puisque le 21 juin dernier a démarré le Festival d'Annecy 2026 qui est appelé à se terminer ce samedi 27. Et vous avez forcément une question qui vous brûle les lèvres. Mais dis-moi, Fleg, pourquoi est-ce que tu n'es pas à Annecy cette année alors que tu nous avais offert un reportage des 2 éditions précédentes? Eh bien, pour diverses raisons, notamment personnelles. Voilà, je suis devenu papa depuis peu et bien ma place cette année était auprès de ma famille et de ma petite fille. Et en vrai, en vue de la canicule qu'on se prend dans la tronche et voilà, de la difficulté avec laquelle, bah, elle subit ça comme nous autres, hein, eh bien, je suis content d'être là pour l'aider à surmonter tout ça. Après, il y a eu aussi le fait qu'on m'a, refusé cette année encore mon accréditation journaliste, ce qui est quand même un énorme plus, hein, puisque ça donne accès à 4 projections, par jour. Ça donne un peu toutes les portes d'ouvertes, hein. Ça te met aussi dans le catalogue avec les attachés de presse pour être invité, au beau rendez-vous, pour avoir les propositions d'interview. Sinon, ça reste possible, mais ça demande plus de travail. Il faut aller les chercher soi-même. Mais voilà, le fait d'avoir 4 projections par jour, ça permet à la fois de cocher assez facilement toutes les cases de la sélection officielle et puis d'aller picorer à droite à gauche, de voir des panels. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de Disney, Pixar, comme d'habitude aussi Warner Bros, Netflix, et cetera. Enfin voilà, ça permet d'aller picorer un petit peu plus large et de ressortir avec aussi beaucoup plus de contenu, puisque sinon, pour moi, l'alternative, c'était de prendre une accréditation festival où je n'avais accès qu'à 2 projections par jour et en plus une billetterie à part
un jour plus tard que les journalistes, donc avec potentiellement des séances où il n'y avait plus de place. Et bon, voilà, ça faisait qu'il y avait un petit peu trop de choses qui ne me permettaient pas de couvrir le festival dans les bonnes conditions. Ça couplé au fait que voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant éventuellement de trouver des logements avec des prix qui s'envolent aussi un petit peu. Voilà, donc c'était tout simplement pas la bonne année. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Il y avait certes l'ouverture cette année de la Cité de l'animation, qui est un grand espace qui est aussi doté de musées, qui met en valeur le cinéma d'animation dans un haras qui a été réaffecté à ça. Et puis franchement, quel meilleur lieu que Annecy pour faire ça. C'est vrai que cette année, tout le gratin y est, puisque justement cette ouverture de la Cité de l'animation a fait ramener un peu plus de monde qui n'était pas forcément en lien avec la programmation cette année. Mais on a notamment Michel Oslo qui est là, Guillermo del Toro, mais bon, ça c'est comme toujours, hein. Et on sent qu'ils ont mis aussi le paquet sur la programmation avec un panel dédié à Hardman, aussi des invités vraiment de renom. Je pense notamment à Nathalie Portman. Il me semble qu'il y a aussi Alfonso Cuarón. On a fait revenir aussi dans le jury Maëlys Valade, qui a été réalisatrice de Amélie et la métaphysique des tubes. Thomas Joly, qui a été le grand orchestrateur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, fait aussi partie d'un jury. Enfin, voilà, on sent que voilà, le festival cherche à en mettre plein les yeux cette année. Et forcément, je vous cache pas qu'il y a un petit peu de FOMO de voir pas mal de stories de gens qui sont là, certains que je connais, et je vous souhaite tout le meilleur, de survivre aussi à ces températures caniculaires. De votre côté, donc, ce sera pas forcément sur ce compte qu'il faudra chercher des news autour du Festival d'Annecy, mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que si jamais vous êtes sur place ou dans le coin et que vous voulez participer, il y a plein de manières possibles. Déjà, les plus simples, c'est des séances en plein air sur le paquier gratuites. Et je pense que pour le coup, en fin de soirée, au moment où le soleil tombe, que les températures commencent à décliner un petit peu, mais que ça reste complètement acceptable, carrément acceptable même, hein, eh bien, je pense que c'est vraiment des moments qui peuvent être hyper sympas à vivre, surtout qu'il y a une programmation assez folle comme chaque année, hein, vraiment des grands classiques et des très beaux films à voir dans ce super écrin du paquier. Il y a des séances qui sont aussi ouvertes au public, faut le savoir. Pas forcément à Bonlieu, mais dans d'autres cinémas disséminés un petit peu partout à Annecy. Il me semble que le musée de la Cité d'animation est aussi gratuit pendant une certaine période. Vous pouvez d'ailleurs accéder à des expositions qui sont organisées là-bas, des expositions temporaires. Il me semble qu'il y en a une notamment dédiée à Ankama. Et puis, il y a différentes animations gratuites, comme d'habitude, des séances de dédicaces dans Bonlieu. Et puis, si vous voulez juste vous balader et voir l'émulation que ça crée avec toujours un public assez jeune, puisqu'il y en a beaucoup d'étudiants en école d'animation, en école d'art qui viennent là-bas ou pour se faire plaisir ou pour réseauter ou les deux. Et voilà, c'est toujours une ambiance hyper chouette. Je vous cache pas que ça va me manquer, mais il n'y a pas de problème. L'objectif, il est clair pour 2027, c'est d'y retourner. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que l'idée, c'est de faire grossir le plus possible la communauté Animédia. Et en 2027, croyez-moi, on y sera. On y sera à Annecy, on donnera tout. D'ailleurs, le film qui faisait l'ouverture du Festival d'Annecy est le seul qui sort ce 24 juin. C'est une grosse sortie. Vous avez peut-être vu passer ça, je pense. C'est Des Mignons et des Monstres. Bien sûr, le nouveau film Illumination, la nouvelle entrée dans la saga Mignon, Moi Moche et Méchant, qui cartonne et amasse des milliards à chaque nouvel opus. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. J'ai raté les projections presse parce que je ne vous cache pas que je ne me suis pas forcément jeté sur le sujet. J'ai même vu aucun film mignon. J'avais rattrapé la série Moi Moche et Méchant quand le 4 était sorti il y a 2 ans, il me semble. Je suis vraiment pas un fan. Voilà, j'ai découvert ça bien trop tard et c'est pas mon humour. Il y a un truc qui fonctionne pas avec moi en tout cas là-dessus. Et donc en ayant vu ça, j'étais pas forcément enclin à me jeter sur les premiers films Les Mignons. En plus, j'avais l'impression que ça parlait à un public encore plus jeune que Moi Moche et Méchant. Voilà, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Peut-être que j'y viendrai un jour. J'ai l'impression que celui-là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu les précédents. Donc peut-être que j'y viendrai. Ça parle de monstres. On a beaucoup parlé de monstres dans cet épisode. Je vous ai donné mon amour pour les monstres. Là, il y a même un petit côté Lovecraftien avec un mini Cthulhu trop mignon qui a l'air de se balader avec eux. Donc honnêtement, ça pourrait me tenter. Je pense que je vais aller voir ça en salle. Et pour avoir mon retour là-dessus, eh bien c'est très simple et ça me fait une habile transition pour vous parler de mes réseaux sociaux puisque j'en parlerai à la fois sur Letterboxd, le lien est en description pour savoir tout ce que j'ai vu et puis je laisse des petites critiques aussi, mais aussi sur Blue Sky, Instagram et TikTok, c'est @animedia podcast.
On arrive bientôt à la fin de la 2e saison d'Animedia. 2 ans déjà, ça me paraît complètement fou. Je vais continuer à poster régulièrement jusqu'à la sortie du dernier épisode qui sera consacré à In Waves. Ce sera la semaine prochaine, le 1er juillet. Et puis après, attendez-vous à des contenus peut-être un petit peu différents dans le courant de l'été. Je vais chercher aussi des choses à vous proposer pour la rentrée. J'espère qu'on y parviendra. J'espère qu'on arrivera à survivre à cet été de fou qui nous attend. J'espère que de votre côté, vous pensez bien à vous hydrater, à prendre soin de vos proches, de ceux autour de vous qui pourraient souffrir de ces températures caniculaires. Prenez soin de vous, on ne le dit jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode. Des bisous, ciao!